Donc, je disais bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour le dernier module du marathon des 3 jours sur les projets communautaires. Hier, nous avons échangé sur l'analyse des besoins communautaires et nous avons vu ce qu'on appelle un besoin et nous avons dit que le besoin, c'est l'écart entre une situation actuelle et une situation souhaitée. Donc, la situation actuelle, ça peut être nous avons 30% des enfants. Nous avons 30% des enfants qui abandonnent l'école. Mais la situation souhaitée que nous souhaitons, c'est que ce taux-là passe à moins de 5%. Voilà. Donc, le besoin est donc la réduction des abandons. Ouais. Donc, nous avons traité le problème des besoins, ce qu'on n'entend pas problème, ce qu'on n'entend pas cause, ce qu'on n'entend pas conséquence. Nous avons dit que les causes sont l'origine du problème. Le problème, c'est la situation négative observée. Nous observons qu'il y a l'insalubrité, ça c'est le problème. Ouais. Le besoin, c'est que, le besoin, c'est qu'il y ait, c'est l'écart entre ce que nous voulons, qui est le problème, et ce que nous souhaitons, qui est l'objectif. Voilà. Donc, conséquence, c'est l'effet du problème. Lorsque le problème est là, qu'est-ce que ça engendre, en fait? C'est ça. Donc, nous avons discuté par rapport à ça à travers des, des exemples concrets, et les gens ont compris. Donc, nous sommes passés à la phase d'identification du problème. Et pour identifier le problème, nous avons, excusez-moi, 5 méthodes. Quelles sont les méthodes classiques qu'on utilise? Il y a l'observation, il y a la réunion communautaire, il y a les enquêtes, il y a la discussion de groupe qu'on appelle focus group, il y a les entretiens. Voilà. Donc, nous avons défini chaque méthode fait. Et quand utiliser cette méthode, quel est l'avantage de la méthode et quelles sont les limites qui en résultent? C'est ce que nous avons fait hier. Nous avons mis l'accent sur la différence entre réunion communautaire et focus group. Réunion communautaire, c'est un mélange de tout. C'est une large public. Alors que le focus group, c'est à aller au fond d'un problème. Ça nous permet de pouvoir comprendre les causes réelles, les perceptions, les comportements, les freins et les besoins spécifiques de tout un groupe. Nous avons dit qu'il n'y a pas une seule méthode qu'on utilise pour pouvoir analyser les besoins, comprendre les problèmes. Et il peut s'agir de pouvoir combiner 2 ou 3 méthodes, et plus que ça. Donc, j'ai proposé un exercice. Je ne sais pas si vous avez pu identifier l'exercice. Est-ce que quelqu'un a pu faire l'exercice? Il s'agit d'identifier un problème, de proposer les causes et les conséquences. Est-ce que parmi les participants, quelqu'un s'est amusé à faire le jeu? Si oui, on va lui laisser la main. Il peut lever la main, on va lui laisser la parole, il va proposer le problème. On va noter les causes et les conséquences. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait le travail? Il n'y a personne, hein. Il n'y a personne qui a fait le travail. Bon, je pense que avec l'exercice que nous avons fait hier, si vous vous mettez un peu à la tâche, vous pouvez trouver des causes, des problèmes centraux qui sont dans votre quartier, dans votre village, mais dans votre ville ou département et pouvoir faire le jeu. Bon, aujourd'hui, nous allons voir le troisième module. Je vais partager mon écran. Le troisième module, c'est la conception et la mobilisation autour d'un projet communautaire. Mais avant d'aller vers
la mobilisation, nous allons parler de la conception. Comment est-ce qu'on passe d'un problème à un objectif? Euh, bon, il faut dire que suite à notre discussion hier, j'ai dû rajouter certaines choses pour pouvoir aider au moins certaines personnes qui avaient dû comprendre là-bas problème, comment ça se fait, tout ça. Va. Donc, j'ai dû réajuster ma communication pour pouvoir leur permettre de pouvoir. Au moins, je vais vous apprendre une méthode ce soir. Il y en a beaucoup. Et ceux qui auront la chance de faire la formation complète, nous allons apprendre à pouvoir utiliser d'autres méthodes qui sont plus avancées. Nous allons apprendre comment est-ce qu'on peut concevoir des objectifs SMART, des résultats, des indicateurs, un cadre logique. Et surtout, quand on parle de là-bas problème, comment aller à la théorie du changement à partir de là-bas problème et là-bas solution. Nous aurons tout ça là. Ici, comme je vous l'ai dit, pour faire la théorie du changement, c'est pas un module, c'est pas deux modules. C'est tout un mois hein, de formation. Donc, si on veut faire du bon travail quand même, parce que c'est une méthode qui est très, très entreprenante, qui demande beaucoup de concentration et qui demande que beaucoup de gens puissent se mettre à la tâche, comment comprendre les concepts, comment comprendre les circuits. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons voir comment transformer un problème en objectif. Nous observons un problème dans notre communauté. Comment passer de ce problème-là, d'identifier ce problème. Nous avons déjà vu comment on identifie un problème. Maintenant, lorsque nous avons identifié le problème, priorisé le problème, comment est-ce qu'on passe de ce problème-là vers euh, un objectif? Il faut rappeler que un projet ne se construit pas autour d'un problème, ce qui est normal. Il se construit autour des solutions recherchées, des solutions proposées. Et aucun bailleur ne va financer un problème. Il finance des solutions. Donc, ainsi, après avoir identifié le problème, il faut reformuler euh, le problème en forme d'objectif. Quels sont les objectifs? Un objectif est la situation positive que l'on souhaite atteindre grâce au projet, tout simplement. Donc, formule simple. Le problème, c'est une situation négative, on l'a déjà définie en tant que telle. C'est la situation négative observée. L'objectif, lui, par contre, est le contraire. C'est la situation positive souhaitée. Donc, quand on parle de problème, le contraire du problème, c'est l'objectif. Quand je parle bien dans la conception de la gestion des projets. Donc, l'objectif est la situation positive que l'on souhaite atteindre grâce à la mise en œuvre du projet. Méthode de transformation de problème en objectif. D'abord, l'étape 1, c'est d'identifier d'identifier le problème. Je donne toujours un exemple pour que ça soit plus clair. Bon. Comme je l'ai dit, moi, mes formations ne sont pas des formations théoriques. Je donne des exemples pour que les gens puissent toucher du doigt ce qu'on dit carrément et ça peut les aider à pouvoir euh, mieux cerner les concepts et bien les utiliser. Voilà. Donc, on ira toujours avec le problème d'accès à l'eau potable, puisque c'est des exemples qu'on utilisait depuis le début du premier module, donc on va continuer avec. Difficulté d'accès à l'eau potable, nous avons observé que dans la communauté, les gens doivent marcher plusieurs fois, plusieurs kilomètres, il n'y a pas l'eau. Voilà. Donc ça, c'est le problème. C'est la situation négative. Voilà. Donc, comment transformer cette situation négative en situation positive? Nous posons une question simple et concrète. Que souhaitons-nous obtenir? Que souhaitons-nous obtenir? Voilà le problème que nous observons. Mais quel est notre souhait? Quel est notre souhait? C'est ça la réponse. La réponse qui va sortir de cette question est l'objectif. La réponse est l'objectif. La réponse est améliorer l'accès à l'eau potable. Et c'est donc, l'objectif est donc améliorer l'accès à l'eau potable dans le village.
C'est ça. Ouais. Donc, vous voyez qu'on est passé du problème et avec la question de savoir quelle est la situation souhaitée. Qu'est-ce que nous voulons? Si le problème est là, quelle est la situation souhaitée? Que voulons-nous obtenir? Que voulons-nous voir en l'absence du problème? Si le problème n'existe pas, qu'est-ce que nous souhaitons? Donc, c'est ça qui donne l'objectif. Donc, je reprends encore exemple concret. Problème, les habitants parcourent plus de 5 kilomètres pour accéder à l'eau potable. C'est un fait. L'objectif, c'est améliorer l'accès des habitants à l'eau potable. Donc, trivial. Le second exemple que je donnais depuis, c'est l'abandon scolaire. Le taux d'abandon scolaire des filles est élevé. Nous avons observé que le taux d'abandon des filles est élevé. Mais si ce taux d'abandon est élevé et que c'est un problème, mais quelle est la situation souhaitée? Ouais. Que souhaitons-nous obtenir? Comme si... Coupez vos micros, s'il vous plaît. Veuillez couper vos micros. Wow, j'ai mal paramétré encore. Donc, quelle est la situation souhaitée? Quelle est la situation que nous voulons obtenir? Vous voyez. Donc, l'objectif ici, ça veut dire que c'est le contraire du problème observé. Si nous observons le taux d'abandon scolaire au niveau des filles, ce taux d'abandon est élevé. Donc, nous voulons réduire ce taux d'abandon, c'est ça? Donc, c'est la réduction du taux d'abandon scolaire des filles. Ouais, que pour le problème, c'est élevé. Donc, pour l'objectif, quelle est la solution? C'est que nous voulons réduire. Voilà. Voilà un peu comment est-ce qu'on peut passer du problème identifié à l'objectif. Maintenant, nous allons parler un peu de... Bon, avant de parler de ça, avant de parler de là-bas problème, je vais parler des objectifs SMART. Je vais réajuster. Comme je vous l'ai dit, c'est que j'ai dû travailler le PowerPoint pour mettre la partie ABA problème dedans. Donc, ça a fait décaler la chronologie des idées. Donc, je vais réajuster avant de renvoyer ça au directeur et il va mettre ça à votre disposition. Euh, donc, du problème à l'objectif maths. Vendredi, il y avait quelqu'un qui avait posé le problème de, il faut que les objectifs soient smart. Oui, évidemment. Mais même avant de revoir la formulation de l'objectif pour que ça soit smart, il faut d'abord concevoir trouver l'objectif. Et partir du problème pour trouver l'objectif. Hein. Donc, la première question à se poser, c'est pas si l'objectif est smart d'abord. C'est pouvoir se dire que, est-ce que l'objectif que j'ai formulé là, est-ce que ça reflète ce que je veux à la fin? Donc, n'oubliez pas, l'objectif, c'est la situation souhaitée à la fin. Le problème, c'est la situation négative, mais l'objectif, c'est le positif, c'est la situation souhaitée lorsque le projet aurait été exécuté. Donc, au-delà de savoir d'abord que si c'est smart, c'est pas smart, c'est pas le vrai, c'est pas le vrai problème à l'étape 1. Mais lorsque nous concevons l'objectif maintenant, nous sommes sûrs que c'est l'objectif que nous voulons, il faudra que cet objectif soit smart. Smart, c'est quoi? Euh, On va voir ça avec c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel. Qu'est-ce que ça veut dire chacun? Je vais revenir sur ça. Donc, une fois l'objectif formulé, il faut le rendre plus précis. Donc, il faut d'abord formuler l'objectif d'abord, avant de chercher à le rendre smart, à le rendre plus précis. Lorsque nous prenons le cas que nous avons discuté, celui de l'eau potable, nous avons dit améliorer l'accès à l'eau potable. C'est bon. Mais ça, c'est pas une logique smart.
Parce que dans cet objectif, nous n'avons pas le pourcentage qu'il faut réduire. Nous n'avons pas ceux pour qui on veut réduire le pourcentage de distance. Nous n'avons pas, comment dit-on, l'indicateur de temps. Ouais. Donc, quand on parle d'objectif SMART, on veut juste dire que l'objectif que nous formulons là doit pouvoir respecter certaines règles, certains critères. Et ces critères sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporels. Donc, quand est-ce qu'on dit que... Wow. Veuillez couper vos micros, s'il vous plaît. Quand est-ce qu'on peut dire qu'un objectif est spécifique? Un objectif est spécifique lorsque l'objectif là définit clairement ce qui doit être accompli. Qu'est-ce qui doit être accompli? Ce qui doit être accompli ici, c'est, si nous prenons l'exemple que j'ai cité, c'est le réduire, c'est la réduction de la distance parcourue. C'est notre objectif, ça. Dans les spécifiques, on veut réduire la distance parcourue par les habitants. Maintenant, mesurable. On parle de distance. On veut réduire la distance. Mais de combien? Avant, les gens faisaient, je sais pas moi, 5 kilomètres. Et notre objectif, c'est de réduire ces distances-là. Mais nous ne disons pas combien, de combien nous voulons réduire. Parce que les gens, il faut que quand même les gens puissent euh, faire une distance pour aller chercher l'eau. À moins que, bon, on dise qu'on veut rendre, on veut mettre de l'eau potable, pas robinet dans tout le village, mais dans tous les quartiers. Voilà. Là, il n'y a plus de. Là, on va un peu raisonner en termes de distance, puisque si quelqu'un a le robinet dans, bon, dans sa douche, mais sur sa cour, là, on ne peut plus parler de distance. Mais si c'est dans un village, on ne peut pas rendre le robinet dans un village. Bon, on peut le faire, hein. Mais le plus souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait on essaie de chercher de l'eau, déjà la plus proche distance du village, mais qu'il soit équidistant peut-être des concessions. Donc, il faut mesurer cela. Pour dire, nous voulons réduire cela, si c'était 5 kilomètres, nous voulons ramener ça à 1 kilomètre, mais 2 kilomètres. Ou bien on peut dire, nous voulons réduire ça de 50%, de 30%, de 80%, de 90%. Atteignable, c'est quoi? Atteignable, c'est que il faut que nous nous assurons que les objectifs que nous sommes en train de fixer là sont réalisables. C'est que vous ne pouvez pas dire que vous allez réduire la distance jusqu'à zéro, à 100%, réduire la distance de 100%. Bon, vous pouvez le dire, mais est-ce que vous avez les capacités? Oh. Veuillez éteindre vos micros, s'il vous plaît. Et voilà. Madame Victorine, fermez votre micro, s'il vous plaît. Voici, j'ai la main pour fermer. OK. Donc, c'est de savoir, c'est de se poser la question, si nous voulons mettre l'élément mesurable là, est-ce que l'élément mesurable là, nous sommes sûrs de pouvoir atteindre cela? C'est comme dans le secteur de la santé, on veut réduire le taux de mortalité infantile. Si le taux de mortalité était de 10, on veut réduire ça.
À 1%, on veut ramener ça à 1%, 2%. La grande question qu'on doit se poser, c'est de savoir, est-ce que c'est réalisable? Le fait de quitter le 10 et de venir directement à 2, est-ce que c'est vraiment réalisable? Est-ce qu'on peut le faire? Si on formule ça comme ça, est-ce que on peut vraiment le faire comme ça? Ouais. Et ça, c'est très important parce que si nous faisons mal euh, euh, cette, euh, ce chiffre, nous serons compte performant lors de l'évaluation du projet. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est que si nous fixons ce taux-là de façon arbitraire, c'est que lorsque nous serons en train d'évaluer le projet, nous aurons fini le projet, mais avec tout ce que nous aurons fait comme effort pour, comment dit-on, pour atteindre les objectifs du projet, nous ne pourrons pas forcément réduire, mais atteindre le pourcentage que nous avons dit. Par exemple, l'étude de 80% de distance, disons que les gens faisaient 5 km à l'aller, 5 km au retour. Et nous sommes venus, nous avons un projet ambitieux, nous disons, nous allons réduire, euh, nous allons ramener le taux de distance, la distance parcourue à 1 km. La question que nous devons nous poser est de savoir, ah, est-ce que nous avons les capacités, avec ce que nous aurons, nous allons voir ce qu'on appelle réaliste. Est-ce que ce projet-là peut franchement passer de 5 km à 1 km? Ceci ne veut pas dire qu'il faut être moins ambitieux. Non, il faut être ambitieux. Mais c'est de pouvoir voir si l'ambition-là peut être réalisable. C'est vraiment ça. Réaliste, c'est qu'il faut évaluer la disponibilité des ressources. Est-ce que les ressources que nous avons, est-ce que les fonds que le projet pourra mobiliser seraient suffisants? Est-ce que ces trucs-là seraient suffisants pour atteindre le pourcentage qu'on a mis? C'est vraiment ça. Donc, il s'agira de voir si l'objectif que nous avons fixé, est-ce que nous avons les ressources nécessaires pour l'atteinte de ces objectifs. Maintenant, temporel, c'est quoi? Temporel, c'est fixer les délais pour la réalisation des objectifs. C'est-à-dire, on dit on veut réduire la distance parcourue de 80%. Mais on ne dit pas à quand, de quand à quand. C'est vague. Donc, il faut donner un deadline qui peut être à la fin du projet. Nous allons réduire la distance parcourue pour aller chercher l'eau pour les habitants du village de 80% euh, en décembre 2030. Voilà, c'est un peu ça. Donc, lorsque nous avons déjà conçu l'objectif, il faut que nous passons notre objectif, nous affinons l'objectif à travers ces critères-là, qu'on appelle les critères SMART. Voilà. Donc, ce qui nous donne euh, la reformulation d'ici, qui est réduit de 80% la distance parcourue par les habitants du village Kotongwe. Vous avez vu, c'est spécifique. On a dit on veut réduire. Spécifique, c'est on veut réduire la distance pour les habitants de village donnés. Donc, c'est spécifique. On a précisé là où on veut réduire, dans quelle localité on veut faire, qu'est-ce qu'on veut faire, on veut réduire. C'est spécifique. Mesurable, c'est qu'on a mis 80%. On a précisé le taux. Donc, à la fin, il faudra voir si, lorsque le projet sera fini, est-ce qu'on a vraiment réduit les 80%? Est-ce que c'est toujours les 80%, ou bien c'est 50%, ou bien c'est 60%, ou bien c'est 100% on a fait, ou bien c'est 90% on a fait. Voilà, ça permet de mesurer, de suivre, d'évaluer à la fin. Atteignable. Atteignable, ça veut dire que si nous avons fixé les 80, c'est que nous sommes sûrs que ce n'est pas 60, que ce n'est pas 50,
et que ce n'est pas 100%, mais que c'est 80, et que nous avons fait nos enquêtes, nous avons fait nos calculs, et que c'est vraiment 80. Ouais. Donc, réaliste, il va de soi. Réaliste ici, vous ne pouvez pas le voir dans la formulation comment dit-on, atteignable mais réaliste, vous ne pouvez pas le voir dans la formulation d'un objectif. Mais c'est un travail qu'on doit faire en amont pour voir si ce que nous sommes en train de poser, les 80% que nous sommes en train d'écrire là, est-ce qu'on peut l'atteindre? Est-ce que nous avons les moyens pour pouvoir l'atteindre avant de fixer les 80%? Les 80%, c'est juste mesurable. On a fixé aussi, on peut mettre 40% là, on peut mettre 10% là. Bon, ça pour que nous avons mesuré. C'est mesurable. L'objectif peut être mesuré. C'est mesurable. Ça, c'est le critère mesurable. Ça. Mais pour fixer les 40%, les 20%, les 30%, les 80%, il doit y avoir un travail en amont que nous devons faire pour nous poser la question, est-ce que ce que j'ai mis là, est-ce que c'est pas peu, c'est pas sous-ambitieux? Est-ce que c'est pas moins ambitieux? Est-ce que c'est pas trop ambitieux? Est-ce que si je le fais, est-ce qu'en faisant 80%, est-ce que je peux mobiliser les ressources qu'il faut? Quelles sont les ressources qu'il faut? Nous allons voir dans la suite la mobilisation des ressources. Est-ce que cette mobilisation des ressources me permet de pouvoir vraiment atteindre les 80, les 20, mais les 40%? Donc, les gens ne me posent pas la question de savoir euh, atteignable là, c'est où dans la formulation ici? Comment dit-on? Réaliste là, c'est où dans la formulation? Donc, ce sont des choses qu'on le fait en amont. Et temporel, c'est d'ici décembre 2026, c'est ça. Donc, ce qui apparaît souvent dans les formulations, et comme je l'ai toujours dit, c'est spécifique, c'est mesurable et temporel. Ouais, le A et le R sont des choses qui sont faites ça y est, très souvent. Bon, très souvent. Euh, bon, si c'est comme ça, je retourne voilà. Utilisation de lab à problème et de lab à objectif. Bon, c'est la partie que j'ai ajoutée, pour dire la vérité. C'est cadeau, c'est cadeau, c'est cadeau. C'est cadeau, c'est cadeau. Ben, je peux vous dire que c'est juste la partie euh, en haut de l'iceberg, hein. Donc, j'ai préparé quelque chose, c'est une seule méthodologie assez simple et claire que je vais partager avec vous ce soir. Mais si vous devez devenir, comprendre plus en profondeur, devenir des gens qui manipulent vraiment, là-bas problème, là-bas solution, c'est pas en 2 slides, 3 slides que ça va se faire. Moi, j'aime toujours dire la vérité. Donc, utilisation de Lava Problème et à Lava Objectif. Il existe une méthode utilisée par les ONG, les projets de développement et les bailleurs pour faire le Lava Problème. Et c'est très simple, hein. C'est le schéma que vous avez vu en bas là. Conséquence, problème central, cause. Conséquence, problème central, cause. Hier, je donnais l'exemple d'un arbre. Et je disais que pour mieux comprendre le Lava Problème, il faut considérer que euh, les causes sont les racines de l'arbre. Le problème central qu'on veut gérer, c'est le tronc de l'arbre et les feuillages constituent les conséquences. Donc, la méthode la plus utilisée, la plus facile que les gens utilisent dans les ONG, c'est concevoir un problème à partir de cette analyse-là, de cette hypothèse-là. Donc, comment ça se fait? Déjà que vous avez déjà identifié le problème central, c'est que vous mettez le problème central au milieu, vous écrivez le problème central, et à partir de ce problème central, vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qui peut être à la base de ce problème central. Quelles sont les causes de ce problème central? Et vous écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit. Ne soyez pas, ne faites pas le tri. Écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit. Et comme je vous l'ai dit, pour faire là-bas problème, on n'est pas seul. C'est un travail d'équipe. Parce qu'il y a des causes que vous ne savez pas, vous ne voyez pas, que d'autres personnes peuvent le voir. Même le stagiaire peut voir des causes que vous ne voyez pas. La secrétaire peut voir, le chef village. Voilà. Donc,
On le fait avec une équipe multidiscipline, quoi. Donc, j'expliquais, après, je vais vous montrer l'exemple. Euh, donc, si vous finissez avec les causes, posez-vous la question si c'est vraiment ce que vous avez cité là. Hein? Ce sont des causes. Et que s'il n'y a pas les conséquences. C'est pour ça que hier, nous avons fait la différence entre causes et conséquences. C'est très important. Parce qu'il y a des gens qui citent des conséquences comme des causes. Il y a des gens qui citent des causes comme des conséquences. Si vous faites cet amalgame-là, vous n'allez jamais réussir. Il n'y a pas de problème. Donc, il faut identifier les vraies causes. Éliminer celles qui sont des causes qui sont sous-jacentes. Les causes sous-jacentes sont les causes, on dit ça, la cause, ça, là, qui cause ça, là, qui cause ça, là, qui cause le problème. Non, c'est pas ça. On veut les causes directes. Il n'y a pas de cause sous-jacente. Les causes directes. Là, on va parler des causes sous-jacentes. C'est là où on soit dans la théorie des changements. On va voir ça là après. Donc, ici, il faut citer tout ce qui est cause directe et faire l'analyse. Quand vous finissez de citer, maintenant, pour chaque cause, vous voyez si vraiment il y a un lien direct. Ceux qui n'ont pas de lien direct, vous les sortir d'abord. OK. Dès que vous finissez ça, vous venez encore au niveau du problème central et vous posez la question. Bah, ce problème-là, cette situation observée là, quels sont les dégâts que ça cause, que ça met? Quels sont les dégâts? Ça produit quoi comme dégâts? Ça produit quoi comme conséquence? Quels sont les effets que ce problème a causé? Ouais, ça vient, cause encore vient. Je n'ai pas dit, c'est pas les mêmes causes, hein. Mais c'est se poser la question de savoir, ça a engendré quoi? Le problème là, quand nous en avons là, le problème central a engendré quoi? C'est ça. Et ça, ce sont les conséquences. J'ai pris un exemple pour être plus clair. Problème central, assez difficile à l'eau. Assez difficile à l'eau. OK. Cause. Moi, j'ai cité quelques-unes. Je ne dirais pas que c'est exhaustif. Mais vous devez faire tout pour que les causes citées soient des causes exhaustives. D'où le fait de le faire avec plusieurs personnes. OK. L'une des causes, c'est le forage qui est en panne. C'est que il peut y avoir des forages qui sont là, qui donnent de l'eau, mais juste parce que l'usine qui fait la remontée de l'eau, qui pompe l'eau, est tombée en panne. Ce qui est l'une des causes, qui peut être l'une des causes pour lesquelles il y a un manque d'eau. Deuxième cause que j'ai proposée, c'est absence de maintenance. C'est que c'est pas le forage qui est en panne, mais c'est que le forage n'est pas maintenu. Et l'eau sort, mais c'est de l'eau sol, l'eau de mauvaise qualité. Voilà. Troisième chose, c'est le manque de financement. Oh. Monsieur Azameti, coupez votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Azameti, coupez votre micro, s'il vous plaît. Oui, présentateur. Oui. Je pense que et qu'il serait idéal que quelqu'un gère le côté micro là, comme ça, ceux qui vont laisser leur micro ouvert là, et lui, il va essayer de les éteindre pour eux. Normalement, c'était le directeur du cabinet qui devait le faire, mais il n'est pas. S'il est là, il est là. Il va le faire, il va le faire. Mais, comme d'habitude, si les gens viennent. En fait, j'ai oublié de paramétrer ça en voulant faire le lien. Normalement, je le faisais. Dès que quelqu'un se connecte, c'est que son micro est coupé.
directement. Mais je n'ai pas mis cette option-là. Ce qui fait que ça revient à chaque fois. On va régler ça. Donc, j'étais où même? Manque de financement. Donc, il se peut qu'il n'y ait pas de forage. Qu'il n'y ait pas de forage parce que les gens n'ont pas les ressources pour pouvoir installer un forage. Voilà. Donc, voilà quelques causes. Vous pouvez en trouver d'autres. L'important, c'est de faire le listing de toutes ces causes-là. Quand vous finissez, on remonte maintenant. On va vers les conséquences, les effets. Assez difficile à l'eau potable. Ça peut engendrer quoi? Ça peut engendrer l'abandon scolaire. Je l'ai expliqué hier. Nos filles, nos sœurs, qui sont souvent là pour faire la corvée de l'eau. Ils ne pas trouver le temps pour pouvoir se concentrer plus sur les études. Et avec les mauvaises notes qu'elles peuvent avoir, bon, c'est fini, quoi. Il y a les maladies hydriques liées à l'eau. Ça peut aussi engendrer la pauvreté. La pauvreté, pourquoi? Parce que si vous n'avez pas l'eau, qu'est-ce que vous pouvez faire? Même pour faire l'agriculture, pour cultiver chez vous, dans votre champ, dans votre maison, vous ne pouvez pas. Si vous n'avez pas cultivé, est-ce que vous pouvez vendre? Non. Si vous ne vendez pas, est-ce que vous pouvez avoir l'argent? Non. Disons même que vous avez votre femme même qui va au marché, bien nos soeurs qui vont au marché. Le temps qu'elle doit passer pour venir chercher l'eau le matin, avant de venir au marché, puis de rentrer, aller chercher encore l'eau avant de venir préparer. Tout ça là, c'est un manque à gagner. S'il y avait de l'eau à moins de 1 kilomètre, elles passeront plus de temps au marché, elles gagneront plus. Elles viendront tôt au marché, elles gagneront plus. Et ça pourrait agir sur la propriété. Donc, ces questions sont des questions qu'on se pose et on teste les conséquences. Chaque conséquence, on les prend, on teste le lien de cause à effet. On teste et on retient. Voilà. Et dès qu'on retient, on le positionne comme ça. Bon, j'ai mal fait la flèche, hein. La flèche de conséquences pour le central, là, ça doit être orienté vers le haut. Bon, bref, c'est dans la précipitation. Donc, comme je vous l'ai dit, le tronc d'arbre, c'est pour le problème central. Les causes, c'est les racines. Et les feuillages sont les conséquences. Donc, voilà là-bas problème. Tout simplement. C'est rien de difficile. Maintenant, nous passons à la transformation de là-bas problème en arbre à objectif bien, à solution. Et là-bas solution, voilà comment ça se présente. Il y a l'objectif central. N'oubliez pas, ici, c'était euh, l'objectif central, oui. Il y a l'autre, non, pas. Ça, c'est le problème central, hein. Ouais. Problème central, ici, c'était le problème central. Maintenant, pour là-bas à solution, ou là-bas à objectif, il y a le problème, l'objectif central. Donc, l'autre, c'est problème central. Ici, c'est objectif central. L'autre, c'était conséquence. Ici, c'est effet positif. L'autre était conséquence. Ici, c'est effet positif pour les feuillages. L'autre était cause. Et ici, c'est moyen d'action. Donc, voilà comment on passe de l'arbre à problème à l'arbre à objectif. Le problème central devient l'objectif central. Les conséquences deviennent des effets positifs et les causes deviennent des moyens d'action. Donc, comment ça se passe? Nous avons dit que l'objectif central, c'était la version positive du problème. N'oubliez pas, hein, le problème, c'était assez difficile à l'eau potable. L'objectif central devient améliorer l'accès à l'eau potable.
On peut mettre l'assiette durable, l'assiette, tout ce que vous voulez. Enfin, vous avez compris le concept dans lequel je suis en train de parler. Maintenant, pour les moyens, on se demande, pour pouvoir améliorer l'accès, ici on est dans l'objectif central, hein, on se demande, pour pouvoir améliorer l'accès à l'eau potable, il faut quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? De quoi avons-nous besoin? Qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'activité, en termes d'action à faire, à mener? Donc, on peut dire qu'il faut réhabiliter le forage. Si le forage est en panne, il faut le réhabiliter. Si le forage est mal géré, il y a un problème de maintenance, il faut mettre en place un comité de gestion. N'oubliez pas, hein, ici, ouais, première cause, c'est forage en panne. Pour le moyen, j'ai dit quoi? Je suis allé au niveau de la première cause et j'ai fait quoi? J'ai dit, si le forage est en panne, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réhabiliter le forage. C'est tout simplement ce que j'ai fait. Donc, je suis allé au niveau de la cause, de chaque cause, et je l'ai rendu positif. En mettant l'accent sur ce qu'il faut faire. Pour chaque cause, qu'est-ce qu'il faut faire pour régler chaque cause? Et ça, c'est comme ça qu'on fait pour les moyens. On repart encore. Absence de maintenance. De façon pragmatique, qu'est-ce que je dois faire pour qu'il y ait toujours quelque chose, dès qu'il y a un boulon qui manque, dès qu'il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose pour pouvoir réparer. Il faut mettre en place un comité de gestion. Le comité de gestion va pouvoir gérer le forage à travers de petits sous, c'est-à-dire, au lieu qu'on vous facture 100 francs par bassine, on peut vous facturer cela à 25 francs. Mais les 25 francs vont vous permettre de pouvoir faire quoi? Faire la maintenance, acheter les boulons, de payer celui qui est là pour faire la manivelle, pour pouvoir puiser l'eau, tout ça, tout ça. La dernière cause, c'était le manque de moyens. Excusez. La dernière cause, c'était le manque de moyens financiers. Ici, j'ai proposé de mobiliser les ressources financières, tout simplement. Là, vous l'avez dit, à mobiliser, c'est pas. Mais il faut d'abord citer ça. Avant de pouvoir réfléchir, c'est ce que vous voulez prendre de l'argent. Maintenant, nous finissons avec les moyens. Nous allons vers les effets positifs. Et nous revenons au niveau de l'environnement central. On dit améliorer l'accès à l'eau potable. Si je veux améliorer l'accès à l'eau potable, si j'améliore l'accès à l'eau potable, hmm, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça va engendrer comme effet positif? Qu'est-ce que ça va améliorer? Qu'est-ce que ça va changer de façon positive? S'il y a de l'eau qui est disponible, qu'est-ce que ça va régler comme problème? Et pour cela, c'est simple. Nous allons au niveau des conséquences que nous avons citées avant. Nous avons dit, ah, il y a conséquences de maladie. Donc, s'il y a l'eau potable, que les gens utilisent l'eau potable, il n'y a plus de maladie, non. Il y a amélioration de la santé. Il n'y a plus de maladies liées, euh, comment dit-on, à la diarrhée, tout ça. Les maladies dites là, il n'y a plus ce genre de maladie. Ouais. S'il n'y a plus ça, je viens au niveau des conséquences encore. Pauvreté. Avant, il n'y avait pas l'eau. Donc, ça entraînait la pauvreté. Maintenant, il y a l'eau. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire un gain de temps. Vous savez que là où j'avais mis pauvreté, je disais que ça faisait perdre du temps à tout le monde, surtout aux femmes. Parce que dans les villages, c'est des femmes qui font euh, comment on appelle ça, des activités génératrices de revenus et qui perdent beaucoup de temps pour aller chercher de l'eau. S'il y a de l'eau,
à possibilité. Ces femmes-là, c'est un gain de temps considérable qui peut leur permettre de pouvoir faire de l'argent et gagner du temps et faire de l'argent. Et là, de lutter contre la pauvreté. On a parlé d'abandon là-bas, scolaire, pour nos sœurs, pour nos filles. S'il y a disponibilité de l'eau, ça va améliorer la scolarisation des filles. Ça va leur permettre de ne plus consacrer trop de temps pour aller chercher l'eau, être tout fatigué de voir. Donc, c'est comme ça qu'on fait l'analyse et que on trouve l'arbre à objectif ou l'arbre à solution. Ça dépend des écoles. Voilà, ça c'est cadeau. Maintenant, nous allons voir résultats, activités, indicateurs. Le résultat, c'est le changement obtenu. Le résultat, c'est le changement obtenu. Le changement obtenu est venu à travers plusieurs actions. Un résultat est la combinaison de plusieurs actions qui donnent un changement obtenu. Une activité est une action réalisée. Quand on parle d'action ici, nous ne voyons pas ça dans l'action du cadre logique, hein. C'est une action, c'est le fait de faire une activité, c'est- c'est le fait de réaliser quelque chose. Voilà, une activité. Un indicateur mesure, c'est une mesure permettant de vérifier un résultat. Sans les indicateurs, on ne peut pas vérifier ce qui se passe. On ne peut pas faire un suivi. On ne peut pas dire qu'on évolue. On va derrière. On est à gauche, on est à droite. On ne peut pas dire ça. Donc, c'est pour ça que vous allez voir, pour pouvoir évaluer un projet, pour pouvoir faire le suivi d'un projet, on a besoin des indicateurs, des KPI. Et ça, c'est important. Comment est-ce qu'on on conçoit les indicateurs? Comment est-ce qu'on fait les cadres logiques? Tout ça, là, c'est dans la formation payante, si vous êtes intéressé. Donc, j'ai donné quelques exemples. Résultats sans jeunes formés. Indicateur, nombre de jeunes formés. Ouais, donc, l'activité qui est menée, l'activité, c'est l'activité de formation. Hein, nous avons formé pour ce module-là 100 jeunes. On peut, en termes de résultats, on dit 100 jeunes sont formés. Nous avons formé les jeunes. Quel est le résultat? Nous avons formé 100 jeunes. Quel est l'indicateur? Le nombre de jeunes formés. Sur les nombres de jeunes formés, il peut y avoir un autre indicateur. Quel est le taux de participation? Quel est le nombre de jeunes ayant acquis leur attestation à la fin de cette formation? La proportion des jeunes ayant acquis leur attestation. Bref, on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup avec un seul, euh, une seule activité, un seul résultat. On peut faire beaucoup, 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 beaucoup d'indicateurs. Quand nous sommes dans la formation payante, vous allez voir que ce n'est pas toujours nécessaire de lister beaucoup d'indicateurs pour une activité ou bien pour un résultat. Non, parce que chaque indicateur, pour pouvoir collecter chaque indicateur et l'implanter dans le système de suivi et évaluation, c'est un coût. Un indicateur, c'est un coût de collecte, c'est un coût de traitement, c'est un coût de publication. Donc, si nous évaluons un indicateur hein, à, je sais pas, une collecte à 200 000 francs, vous imaginez que si nous avons 10, chaque mois, nous devons dépasser et débourser 2 millions pour collecter les indicateurs, pour les traiter et pour les publier. C'est énorme. On parle de chaque mois, hein. Il y a des indicateurs qu'on peut euh, collecter mensuellement, bimensuellement ou trimestriellement, ou semestriellement ou annuellement. Donc, le tout n'est pas de dire, oui, moi, je sais formuler des indicateurs. Non, ce n'est pas l'intérêt. Le tout, c'est de savoir. Bon, il y a des questions. On va voir tout ça là. Donc, ici, j'ai fait un plan d'action simplifié. Ce n'est pas vraiment un plan d'action, hein, mais c'est une proposition. Le plan d'action simplifié, vous avez l'activité, la liste des activités. Vous avez, pour chaque activité, il faut mettre les responsables.
Il y a même une colonne qu'on ajoute, il y a responsable adjoint. Et donc, il y a celui qui doit mener l'activité, celui qui est responsable de l'activité. Il y a celui qui, responsable adjoint, c'est celui qui doit contribuer à la réalisation de l'activité. Quand on dit celui, ce n'est pas forcément une personne. Ça peut être un service, ça peut être une direction, ça peut être. Voilà. Et à cela, on ajoute un calendrier, un chronogramme pour dire l'activité doit être faite de ça à ça, de temps à temps, dans tel mois, et de tel jour à tel jour, de tel. Voilà. Donc, plan d'action simplifié. Il y a plusieurs formats, hein, mais j'ai pu juste simplifier cela. Parce que nous ne sommes pas dans le cours même le cadre logique. Voilà. Donc, c'est un truc simplifié. Mobilisation des ressources. Wow, je suis en train de faire près de 45 minutes, hein. Wow. Mobilisation des ressources, c'est très important. Capital. Ouais, sans ça, vous allez beau avoir un bon projet. Si vous n'évaluez pas les ressources dont vous avez besoin, et surtout les ressources financières, c'est caduque. Votre projet est mort né, déjà. Donc ici, il faudra évaluer les ressources humaines. De quoi avez-vous besoin en termes de personnel, en termes de profil, pour pouvoir, un, fédérer autour du projet, deux, exécuter le projet. Pour pouvoir, ressources humaines là, fédérer autour du projet, deux, exécuter le projet. Fédérer, c'est pouvoir trouver les personnes qui vont faciliter le projet, qui vont porter le projet, qui sont concernés, qui vont porter le projet, qui vont être le leadership du projet, qui vont faciliter la mise en œuvre du projet. Deux, c'est trouver des personnes qui vont travailler sur le projet et qui vont le mener du bout en bout. Il faut faire une estimation, définir les profils, ainsi de suite. Donc, ça peut être des bénévoles, des enseignants. Quand on parle des enseignants ici, c'est la sensibilisation, par exemple. Ouais, si vous mettez en place des fourrages, par exemple, et il n'y a pas une sensibilisation qui est faite, et le plus souvent, la sensibilisation, c'est les enseignants, c'est les médecins, les leaders communautaires, les leaders locaux qu'on utilise pour pouvoir faire la sensibilisation auprès de la population. Vous allez faire les forages, si les gens ne sont pas sensibilisés, si tu as pas, pourquoi est-ce que c'est important d'aller prendre de l'eau du forage que de continuer de se servir à l'eau de marigot de puits, ouais, que vous n'avez pas. Mais les bénévoles aussi, c'est les gens que vous pouvez utiliser soit pour la sensibilisation, mais qui peuvent travailler pour le projet. Donc, il faut identifier tout cela. Les ressources matérielles, c'est important. Le matériel à utiliser, les équipements à utiliser, les salles. Vous voulez faire les sensibilisations, vous voulez faire des formations. Quelles salles vous avez identifiées? Elles sont gratuites? Est-ce que c'est les hôtels? Est-ce que c'est à la mairie? Est-ce que c'est dans les salles de classe? Il faut identifier, il faut évaluer tout ça là. Ressources financières, les cotisations. Est-ce que vous voulez vous baser sur les cotisations de la communauté? Est-ce que les gens vont cotiser? Est-ce que la mairie a un budget à mettre à votre disposition? Comment est-ce que vous pouvez aller négocier avec la mairie sur les lignes de la mairie? Est-ce qu'il y a des ONG partenaires qui peuvent vous appuyer de façon financière pour, sur le plan équipement, ou matériel, ou ils peuvent vous apporter des ressources en termes de mise à niveau de leurs experts en hygiène, tout ça là. Donc, il faut faire cette cartographie-là et savoir ce que chaque personne doit apporter et évaluer sur les entreprises aussi. Voilà. Donc, cette partie, beaucoup, on reste là, on dit, bon, ici, ça a fait 2 millions. Donc, ça, là, ça fait 3 millions. Non. Ici, ce qui est demandé, c'est qu'il faut faire une cartographie d'abord des ressources humaines, comme je l'ai dit. Citer tout ce que vous vient en tête, ceux dont vous avez besoin, ceux qui peuvent aider, ceux qui peuvent conduire, ceux qui peuvent apporter quelque chose dans notre poste. Citez-les. Maintenant, dites devant chaque personne ce que chaque personne est susceptible d'apporter. Le bête. Mettez ça au propre et vous savez sur à qui, ceux vers qui vous devez voilà, allez, ce que vous devez voir pour tel problème, pour tel problème, pour tel problème. Pour les ressources matérielles, il en est de même. Ce que vous avez cité là, qu'est-ce qu'ils veulent vous apporter? Est-ce que c'est des ressources financières? Est-ce que c'est de l'équipement? Est-ce que c'est des salles? Est-ce que... Donc, quand vous allez faire tout ça là, vous aurez une compréhension claire des acteurs.
hein, des acteurs et qui rejoint un peu ce qu'on a fait hier, mais avant-hier sur les parties prenantes. C'est bon de citer les parties prenantes, mais comme je vous l'avais dit le vendredi, bien c'est passé le vendredi, c'est qu'il faut que chaque personne que vous avez vue dans les parties prenantes, vous pouvez dire, il fait quoi? Il est partie prenante pour faire quoi? On a déjà catégorisé entre les parties prenantes, mais lui là, est-ce je dois le contacter pour les ressources humaines? Et si je le contacte pour les ressources humaines, il veut mettre quoi en place? Il va servir à quoi? Et si je le contacte pour des salles de classe, mais de matériel, d'équipement? Et là, vous avez une cartographie claire des parties prenantes et de la mobilisation des ressources. Ce qui vous permet de, lorsque vous êtes atteint à un niveau donné, vous savez, et vers qui vous allez pour avoir les solutions. Mobilisation des partenaires. C'est qu'il faut identifier qui peut aider, je l'ai déjà dit. Comment les convaincre? Quel avantage peut-il en tirer? En fait, les partenaires, bien je dirais même les parties prenantes, c'est des gens, euh, il faut toujours trouver ce qui les motive. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner? En fait, c'est sur ça que vous devez jouer, en fait. Tu vois, le maire, maintenant, si vous voulez l'associer à lui, il va dire que, ah, c'est une image, c'est un projet qui va porter son image. Lui, il sera toujours partant. Ah, quelque chose qui va on dit que c'est lui qui a fait. Souvent, on dit qu'on a fait ça, là. Pas tout, pas. Donc, avec lui, c'est tellement facile. Vous lui dites que lui, là, il sera le parrain officiel. Il sera lui. Il va mettre l'argent dedans. Il va mettre l'argent dedans. Donc, il faut savoir, pour chaque partenaire, là, d'abord, vous identifiez les partenaires. Comme je dis, les parties prenantes, là, vous les identifiez. Et vous posez la question, quel est l'avantage qu'ils ont à vous aider? D'abord. Quel est l'avantage qu'ils ont à vous aider? D'abord. Dès que vous avez trouvé l'avantage, vous avez déjà trouvé ce qui va les intéresser à vous écouter. Maintenant, s'ils ont déjà l'avantage, si vous savez c'est l'avantage qu'ils ont, c'est que vous savez quoi leur dire pour les convaincre. Maintenant, si vous avez des partenaires qui n'ont rien à tirer de ce projet-là, c'est tellement difficile, c'est difficile pour vous de pouvoir les convaincre. C'est trop difficile. Oui. Donc, il y a aussi les sources de financement. C'est de voir, comme je l'avais dit, ressources financières là, qui peut apporter quoi, qui veut donner quoi, qui veut donner quoi. Est-ce que c'est les cotisations? Est-ce que c'est les entreprises de la ville? Est-ce que c'est la collectivité? Est-ce que c'est les fondations vers qui vous allez vous irez? Est-ce que c'est les bailleurs techniques, bailleurs de fonds? Donc, c'est ce travail-là qu'on doit faire sur la partie de la mobilisation des ressources, qui est un continuum de la partie prenante, et les jeux des acteurs. Ok. Bon, je sais qu'on n'aura pas le temps de faire l'exercice, mais je vais vous proposer un exercice pour ceux qui auront la chance de pouvoir faire le test. Vous aurez la solution à cet exercice. Les tests pour prendre la certification. Chaque groupe prépare un mini-fiche de projet contenant un problème identifié, un objectif, les résultats attendus, les activités, les ressources et les partenaires potentiels. Et vous allez voir que ce que nous avons étudié dans les 3 jours sont résumés ici. Parce que nous avons appris à identifier les problèmes. Nous avons appris à concevoir des objectifs. Nous savons ce que on n'attend pas résultat attendu, les activités et le plan d'action, les ressources, comment on identifie la mobilisation des ressources financières, matérielles et d'autres. Nous avons vu comment on arrive à identifier les parties prenantes et surtout les partenaires, comment est-ce qu'il faut les intéresser. Quelles sont les questions et réflexions que nous devons poser, quel est le travail que nous devons faire en amont avant d'aller les voir. Ouais. Donc, il y a des outils spécifiques pour ça, pour ceux qui auront la chance de pouvoir continuer avec nous prochainement. Il y a des outils spécifiques
partie prenante, comme je dis, c'est jouer des acteurs, il y a un modèle pour ça. Pour aussi la mobilisation des ressources aussi, il y a aussi d'autres choses. Donc voilà, donc si vous avez le schéma complet, c'est diagnostic, planification, mise en œuvre, suivi, évaluation, capitalisation. Et comme je vous le disais, pendant ces 3 jours, nous avons découvert hein, les bases un peu de la gestion des projets, de la conception des projets communautaires. Euh, Nous allons poursuivre cela pour ceux qui auront la chance de continuer avec nous. Nous aurons à reprendre ce que nous avons fait aujourd'hui, mais à aller plus en profondeur avec les concepts, avec les vrais outils, les modèles, les outils que nous n'avons pas vus ici. Nous allons enchaîner avec le cas logique complet. Nous allons construire comment construire le budget pour un budget de projet professionnel. Nous allons voir comment est-ce qu'il faut mettre le système de suivi et évaluation en place et réaliser des évaluations de projet. Comme je vous l'ai dit, pour ceux qui ont l'habitude de suivre, moi, je ne fais plus de suivi. Suivi, là, tout le monde fait ça. Ce qui donne l'argent maintenant, c'est l'évaluation des projets. Pour ceux qui sont, ceux qui le savent, ils savent. Ils savent. Moi, je fais des évaluations de projet. Donc, s'il y a quelque chose que je peux vous conseiller, c'est de pouvoir vous, si vous avez la chance, de pouvoir vous spécialiser dans l'évaluation des projets. Le système de suivi et évaluation, les CSE et chefs suivi et évaluation, c'est bon. Ça vous permet d'avoir travailler dans un projet, de pouvoir tourner avec les chiffres, d'avoir un salaire, il est pas mal. Mais si vous voulez faire de la consultation, si vous voulez gagner un plus, gagner un gros, c'est qu'il faut faire de l'évaluation. Et les gens ont compris, beaucoup depuis une dizaine d'années, les gens ont compris que l'évaluation des projets, c'est une manne. Parce que le bail technique financier, il n'y a plus de projets où il n'y a pas d'évaluation à mi-parcours. Il n'y a plus de projets où il n'y a pas d'évaluation de fin de projet. Il y en a plus. C'est vrai qu'il y en a moins d'évaluation la santé, fait que, il y en a moins. Il suffit plus de diagnostic que de faire une évaluation SMP. Et bien, l'évaluation post, ex post aussi, ça se fait moins, mais les deux se font. C'est-à-dire, à mi-parcours et mais en fin de projet, ça se fait systématiquement. Maintenant, au début, c'était nos chers partenaires techniques financiers qui envoyaient leurs amis blancs qui venaient. Maintenant, il y a de la demande. Il y a des gens qui se forment, il y a les Africains qui se forment, qui se font des certifications et qui commencent petit à petit sur les petits projets, après se spécialisent et gagnent des marchés. La Banque mondiale et d'autres fonds. Donc, voilà. Je vous remercie pour votre aimable attention. J'ai fait 1 heure. J'ai fait 1 heure. Donc, pour la formation payante, nous allons voir la gestion des projets communautaires. Comme je dis, il y aura le cas logique, la théorie du changement. Il y a le budget détaillé. Comment est-ce qu'on peut faire un budget détaillé? La gestion des risques, c'est aussi une thématique qui prend beaucoup d'ampleur actuellement. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a les gestionnaires des risques maintenant. Si vous Ah avez, bon, si vous avez une formation dedans ça et c'est encore bon. wow. Ça va. Si vous avez une formation dedans et vous avez un circuit pour pouvoir le faire, faites la formation en gestion des Non, risques. quand vous cliquez là, vous donnez votre nom, prénom, le pays. Donc, je vous invite vraiment, je ne dirais pas que c'est seulement ici que vous pouvez faire, mais si vous avez la chance, parce que moi, je- je conseille les gens aussi, hein, la gestion des risques est quelque chose qui est très important. Et on dit que c'est les auditeurs internes qui seuls. Non, non. La gestion des risques n'est pas seulement l'apanage des auditeurs internes. Ceux qui a fait une formation en gestion des projets, en suivi évaluation et d'autres, il peut se spécialiser en gestion des risques. Il n'y a pas forcément besoin d'être auditeur avant de le faire. Donc, je vous conseille vraiment ça hein, si vous avez des suivis pour pouvoir le faire. Donc, gestion des risques, nous allons voir comment on gère les risques. On fait le tableau des risques et le tableau de, comment on appelle ça, de mitigation des risques. Nous allons voir la recherche du financement, nous allons aussi le voir. Il y a aussi les formations payantes sur le suivi et évaluation. Nous allons faire une formation
Le directeur a dit, la semaine prochaine, je vais vraiment m'excuser auprès de vous. Je vais vraiment m'excuser. La semaine prochaine, je suis fou. Et vous ne pouvez pas savoir combien de temps il faut pour pouvoir s'asseoir et concevoir ces cours-là. Il faut vraiment, vraiment du temps pour pouvoir concevoir ces cours. Un module de 10 slides, c'est vraiment du temps qu'il faut concentrer. Donc, je ne veux pas faire de l'à peu près. Bon, il sait que je ne fais pas de l'à peu près. Si je veux faire un travail, je le fais très vite. Si je ne veux pas faire, je ne vais pas le faire. Je vous dis, je ne peux pas le faire. Si c'est la semaine prochaine, chers amis, disons la vérité, je ne peux pas le faire. Donc, je vais proposer que ce soit la semaine suivante prochaine, début juillet. Donc, on va choisir 3 jours d'affilée. On va se voir comme on vient de se voir sur la suivi évaluation. Voilà. Donc, pour la formation payante, pour ceux qui sont intéressés après cette formation de suivi évaluation, pour ceux qui veulent poursuivre, nous allons voir comment est-ce qu'on élabore les indicateurs, comme je vous l'ai dit, les indicateurs SMART, le plan de suivi, la collecte des données. Nous allons utiliser le logiciel Kubotos Boss. On va faire une formation sur ça. Et finir par les tableaux de bord avec comment dire, soit le tableau croisé, dynamique de SL, ou soit nous vous envoyons vers. Oui, formateur. Oui, Allô, oui, oui, je vous reçois très faiblement, hein. Je ne sais pas si c'est. oui. Quand on parle pendant 1 heure, là, l'intensité dit. J'ai fini. Donc, je disais que pour ceux qui auront la chance de faire la formation payante, nous allons aborder tous ces concepts-là en profondeur. Pour l'évaluation des projets, mon chouchou, nous allons voir ce qu'on attend par évaluation S-Santé, évaluation à mi-parcours et l'évaluation finale. Nous allons voir les critères de l'OCDE qu'on utilise pour les évaluations. Ce que chaque critère embrase, comment est-ce qu'il faut appliquer chaque critère, quels sont les types d'évaluation, comment est-ce que quand nous sommes évaluateurs, nous allons nous mettre dans la peau d'un évaluateur sur un projet, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les choses qu'il faut mettre, les outils à utiliser, la rédaction des rapports d'évaluation, qu'est-ce qu'il faut mettre, comment le faire, je tout ça là. Merci beaucoup pour votre aimable attention. J'attends les questions pour que je puisse proposer des réponses. Merci. Ah, il n'y a pas de question. Bon, comme mon professeur Kiki le dit, si tu fais un exposé, tu finis ton cours Pardon, et que... Ah, ok, d'accord, je viens. pardon, Oui, je viens. Je vais finir ce que le professeur Kiki a dit. Mon professeur, puisque je suis assistant de cours, le professeur Kiki dit souvent, quand tu fais un exposé, tu fais ton cours et tu dis quelles sont les questions et personne ne lève la main. Il dit que c'est deux choses. Soit tu as tellement été excellent, ce qui m'étonnerait. Ou soit tu as tellement été nul que les gens n'ont rien compris. Ce qui est plus. Bon, d'accord. Allez-y, Madame Valérie. C'est ça, non? oui, et Allez-y. bonsoir à tous. Merci beaucoup pour cette présentation. Bon, j'ai peut-être deux inquiétudes. Ce n'est pas des inquiétudes, mais juste, bon, qu'est-ce que je peux dire? En fait, je n'ai pas suivi au niveau de l'exercice que vous avez donné. Je n'ai pas suivi ce que vous avez demandé qu'on fasse. Et bon, je ne sais pas, comme j'ai pris le train un peu en marche, je ne sais pas si l'exercice d'hier a été traité. Ah non, ça n'a pas été traité, puisque c'est vous. J'ai demandé à ce que chacun le fasse et que on puisse traiter ça. Au début, quand vous n'étiez pas là, je vais vous rappeler, au début, j'ai refait le résumé de ce qu'on a vu hier. J'ai demandé à ceux qui ont eu à traiter l'exercice. Personne n'a levé la main. Donc, j'ai dit, bon, comme personne n'a levé la main, voilà quoi. Donc, vous allez utiliser les notions du cours pour pouvoir vous améliorer et faire l'exercice. Sinon, moi, j'ai déjà proposé 2 cas qu'on a corrigés hier. Il ne serait pas bien que je me mette à corriger encore l'exercice. Si vous avez des propositions, si c'est que quelqu'un avait déjà fait, et a fait des propositions, on allait analyser sur ça. Mais personne ne l'a fait. Bon,
Lorsqu'on a démarré à 14 heures, personne ne l'a fait. Donc, pour le grand exercice que j'ai donné maintenant, j'ai dit la même chose. C'est un résumé des 3 modules. J'ai demandé à ce que les gens puissent le faire. Si vous le faites, pour ceux qui auront la chance de pouvoir prendre l'attestation, je pourrais mettre à leur disposition un corrigé type par rapport à ça parce que ça va revenir dans les quiz. Donc, vous aurez la correction par rapport au grand exercice. C'est bon, Madame Valérie? Oui, c'est bon. Et bon, moi, j'avais essayé de faire quelque chose. Et en dehors, l'autre inquiétude, c'était par rapport aux devoirs. Bon, je ne sais pas si Au c'est devoir. déjà disponible. Oui, que vous avez demandé l'évaluation de fin. Je ne sais pas si c'est Ah, disponible qu'on le fait. vous allez poser la question au directeur. Je sais qu'il y OK. a un groupe, un forum qui gère avec vous. Moi, à la fin de ce cours, je vais proposer l'évaluation pour l'attestation. Pour ceux qui veulent prendre l'attestation, ils feront l'évaluation et ils pourront avoir leur attestation. C'est la même chose qu'on a appris maintenant, hein. C'est pas quelque chose de difficile, madame. OK. Bon, est-ce que je peux lire quand même ce que j'avais essayé? Oui, allez-y, allez-y. OK, bon. L'exercice demandait qu'on puisse formuler un problème, les causes Oui, et les conséquences. oui. Et bon, comme problème, moi, j'avais formulé 80% de la population de Kundum n'a pas accès aux soins de santé primaire. Soins de santé primaire, Maintenant, de 20%. oui. Mhm. Maintenant, Allez-y. comme cause, j'avais cité l'inaccessibilité de la population à la formation sanitaire. Et il y a la distance, il y a aussi Donc, quand vous parlez de les us l'accessibilité, il y a coutumes. la distance dedans. Mais qu'est-ce qu'on Oui, oui, mettait oui. dans inaccessibilité? Oui, ça fait partie. La distance fait partie. Donc, vous Il pouvez y enlever a, l'un ou l'autre. C'est ce que je OK. disais. Mhm. Mhm. Et il y a aussi les us coutumes. Les us et coutumes causent, OK. Vous voulez dire Bon, que comme 80% n'a pas quoi? de la population n'a pas accès aux soins de santé primaire. Et vous parlez de us et coutumes. En fait, qu'est-ce que vous mettez dans l'accès, en fait? Ça part de là. Bon. Parce- Et dans oui, l'accès, oui. ils n'arrivent pas à bénéficier des soins de santé primaire. Mais qu'est-ce que les coutumes viennent chercher là? En fait, je Oui. vous dis ce que je pense directement. Comme ça, Oui. on échange. C'est que, quand on parle d'accès, c'est que, quand vous parlez d'inaccessibilité, je suis d'accord. C'est qu'il y a Mhm. le centre de santé qui est là et que les gens, il n'y a pas de voies, il y a pas, c'est trop loin, bien les voies d'accès ne sont pas très bonnes, bien c'est trop loin. Ou quand les gens viennent, eh bien, il y a peu de gens, c'est qu'ils ne sont pas pris en charge. Il y a pas de main-d'œuvre, Oui. de personnel Oui. pour pouvoir les prendre en charge. Tellement que, bon, même si quand ils viennent, ils n'ont pas accès aux soins. Ouais, ça, je vois. Mais OK. quand vous parlez de coutume, c'est comme si le centre de santé est là. Excusez-moi, hein, je peux me tromper, je dis souvent ça. Le centre de santé est là. Les voies sont faites. Disons même qu'il n'y a pas un problème de voie, il n'y a pas un problème de personnel de santé, mais que, vu les coutumes et juste, les gens préfèrent laisser ce centre de santé pour aller vers les charlatans, bien, c'est pas la médecine traditionnelle en griffe, qui n'est pas, je ne condamne pas la médecine traditionnelle, mais je dis, c'est ce que vous voulez dire par les us et coutumes. OK. Donc, je Non, comprends. Ça je veut dire pose, que oui, je- ça veut dire que c'est un refus. Refus voilà. de... bon, C'est que, voilà, je c'est que, comprends. C'est bon. c'est disponible, mais c'est eux-mêmes qui refusent d'y aller. Là, on Refuse. ne peut pas dire Oui, oui, que oui. ils n'ont pas accès. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, Oui, oui, je comprends. cette cause-là n'est pas valable. Vous voyez? Oui. Bon, Voilà. il y avait mis manque de formation sanitaire. Là, c'est l'inaccessibilité, manque de formation sanitaire qui Oui, seront oui. gardés. Manque d'informations sanitaires parce que même s'il y a le centre de santé là, il peut faire des campagnes de sensibilisation pour dire ce qu'ils font, comment ils traitent, comment ils accueillent les gens pour pouvoir mettre la population en... Voilà, oui, je peux accepter ça. OK.
Maintenant, comme conséquence, j'ai une augmentation du nombre de décès et un taux Oui, élevé de morbidité. c'est la même chose, hein. Mobilité et décès, c'est la même chose. Bien. OK. Bon, la morbidité, je ne sais pas si c'est moi qui comprends, c'est comme et les conséquences laissées Oui. après une longue durée de maladie. Les conséquences laissées après moi. Laissées, quoi. Ben, ah, ok, peut-être que je me trompe pour moi-même. Mobilité, pour moi, c'est le taux de mobilité, c'est le taux de décès, non? Il y Bon, a c'est pas. mortalité, morbidité. Ah, il y a mortalité, il y a mortalité. Ok, d'accord. Excusez-moi. D'accord. Ok. Oui, Ok. merci. Allons-y. Je ne suis pas du secteur de Bon, la en fait, santé, hein, donc voilà. Allez-y. À part ça, c'est bon? oui, oui, Euh, c'est tout ce que j'ai eu à proposer. Bon, je sais. caractère, oui, taux de mobilité. Est-ce qu'il n'y a pas une autre conséquence qu'on peut trouver? Hmm, d'accord, c'est déjà un bon travail que vous avez fait, hein. C'est un bon travail. C'est ce que je demande aux gens, c'est que quand vous allez faire les travaux, vous voyez que quand vous avez proposé comme ça, on a réfléchi sur les causes, on a vu celles qui sont pertinentes, celles qui ne sont pas pertinentes, sur les conséquences aussi. C'est comme ça qu'on fait. Et c'est pour ça que je disais qu'il ne fallait pas, pour faire ce genre de travail, il ne faut pas être seul. Il faut que vous soyez plusieurs pour tester chaque cause, pour voir si vraiment la cause là, est-ce qu'elle est vraiment valide? Est-ce qu'elle elle est vraiment elle est la base du problème? Elle fait partie d'une des bases du problème. Vous voyez. Donc, si vous ne faites pas ce test, vous allez même mettre beaucoup de causes qui n'ont rien à voir vraiment avec le problème central. Et ça, si vous le faites dans comment dire, la conception du projet après, vous aurez énormément de problèmes parce que vous aurez à formuler des actions à mener, des moyens à mettre en place qui n'ont rien à voir, qui ne vont rien traiter du problème, quoi. Qui ne seront pas des solutions pour pouvoir traiter le problème. Donc, il faut faire très attention lorsque nous sommes en train de valider les causes, de valider les conséquences. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a deux personnes qui veulent intervenir? Monsieur Goudo n'a pas fait l'exercice. Ah, ou bien il n'est pas là aujourd'hui. Monsieur Goudo, il n'est pas là aujourd'hui. Oh, c'est pas grave. Monsieur Jaurès aussi n'a pas fait l'exercice. Monsieur Jaurès n'a pas fait l'exercice. Bon, il n'y a pas de questions par rapport à là-bas problème, là-bas solution. Euh, bon, s'il n'y a pas, je ne vais pas vous retenir plus que ça, c'est dimanche. Je sais que ça coûte à beaucoup de gens d'entre nous de pouvoir. Dimanche, c'est le seul jour où il faut aller, pour les chrétiens, il faut aller adorer Dieu et se reposer avant lundi. Monsieur le directeur, j'ai fini, hein? Je vous laisse la parole. Oui, merci beaucoup, cher formateur. Il y a le monsieur ou bien madame, il y a Technopop 8. Vous pouvez prendre la parole et nous expliquer ce que vous voulez dire. Allô, ouvrez votre micro et parlez-nous. Technopop 8. En train de laisser un message dans le chat. Ok, d'accord. Ah, bon, je viens de répondre pour la formation payante, que c'est à 75 000 pour la formation payante.
vous avez la possibilité de payer en 2 tranches. Je viens de laisser dedans. Donc, vous aurez toutes ces informations dans le groupe avec les TDR de la formation. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. En ce qui concerne l'évaluation, tout à l'heure, nous allons envoyer un message et également il y aura un lien. Je ne sais pas, il y a des gens qui ont du mal à aller sur la plateforme. Nous allons envoyer le lien pour payer les frais d'attestation là-bas. Donc, il suffit juste de renseigner, donner votre nom, prénom et renseigner le numéro sur lequel vous avez de l'argent et facilement vous allez payer. Les enregistrements sont Maintenant, sur à notre 16 heures. plateforme, notre chaîne YouTube. Vous pouvez les regarder pour faire l'évaluation. Oui, Technopop 8, vous avez la parole. Le monsieur ferme souvent son micro. Je crois que c'est un monsieur. Bon, il y a quelqu'un d'autre qui veut poser des questions? Oh, Alors, oui, Madame Valérie. excusez-moi, bon, c'était pour voir, bon, et comme c'est sur MTN, ce n'est pas tous les pays qui ont MTN, je ne sais pas si, bon, ou c'est moi qui ne connais pas comment faire pour pouvoir payer ou bien comment. Si vous Donc, pouvez, vous êtes dans quel pays? je suis au Togo. Ah oui, si, peu importe, ce n'est pas MTN nécessairement, peu importe le numéro, les transactions que vous utilisez là-bas. Ok, c'est bon. Voilà, même si c'est Move, si c'est Orange Money, on envoie, il suffit de cliquer sur le lien seulement et vous renseigner. Et là, ça passe. Ça peut aller? Oui, c'est bien reçu. Ok, merci beaucoup. Oui, à Fellow, monsieur ou madame Afelo, vous avez la parole. Bonsoir, cher formateur. Ma question est celle-ci. Par rapport aux documents que vous avez laissés, bon, je vois que c'est avec Move, il faut pouvoir payer. Alors que certaines, c'est Togocel ou bien Yas, ils utilisent pour faire les transactions. Parce Non, que ça traîne, genre, ça cause un frein pour les autres, quoi. non, ces documents-là, ce n'est pas nécessairement Move, hein. C'est pas Ouais, nécessairement Move. Même si vous avez MTN, vous avez Togocel, n'importe quel numéro que vous avez là, il suffit d'avoir l'argent sur le numéro pour vous renseigner le numéro. C'est la plateforme qui a été conçue comme ça, donc c'est pas nous. ok. Merci. C'est nous qui vous remercions. Allez, donc s'il n'y a pas d'autres questions, ce sera tout. Vous pouvez nous écrire en privé. Le formateur a demandé à ce qu'on revoie un peu la durée, le temps pour la formation gratuite en suivi et évaluation. Nous continuons à discuter avec lui et d'ici là, nous allons vous revenir le programme pour la formation gratuite en suivi et évaluation. Donc, pour la formation payante en gestion de projets communautaires, vous aurez également les TDR dans le groupe. C'est toujours bien de se faire former. Ça, c'est avant vous. Donc, nous sommes ensemble. N'hésitez pas à nous contacter. Nous avons travaillé, nous sommes tous des Africains, donc nous n'allons pas hésiter à partager les connaissances. Le formateur est disponible pour partager tout ce qu'il a. Donc, ce n'est pas à nous de rester à l'écart. Merci beaucoup, merci à vous tous. Pendant ces 3 jours, nous vous souhaitons très bonne soirée et à plus. Merci beaucoup, chef formateur. Et moi, merci beaucoup à tout le monde, à toutes les dames. Hein, j'aime beaucoup voir les dames qui s'intéressent aux données. C'est pas, ça ne coupe pas les rues. Merci pour votre présence, votre participation. Et je suis ravi de vous voir dans la formation payante. On aura beaucoup de choses à faire ensemble, ensemble. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Bien sûr, à vos familles. Au revoir.